Bien, donc, allez, on va commencer donc par l'exercice 5. Alors, il y avait, je crois, on avait 4 exercices à faire, quelque chose comme ça. Donc le 5, c'était un petit peu différent, puisque c'était une résolution graphique qu'il fallait faire. On avait ici deux fonctions f et g qui étaient tracées dans un repère. L'objectif étant de résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à g de x. Donc c'est pas tout à fait en lien avec ce qu'on a fait dans ce chapitre, mais puisqu'on a parlé de résolution d'inéquations, c'était bien de revoir un petit peu des résolutions graphiques d'inéquations. Alors on en avait déjà fait au moment du premier chapitre sur les fonctions, mais je trouvais ça bien d'en remettre. Donc, c'est une inéquation, donc on cherche un ensemble de solutions qui est l'ensemble des valeurs de x qui vérifie cette inégalité. Les valeurs de x se lisent évidemment sur l'axe des abscisses, donc ce qui nous intéresse, c'est chercher des solutions sur l'axe des abscisses. Et la condition, la condition que vérifient les petits x que l'on cherche, c'est les images de x par la fonction f doivent être supérieures aux images de x par la fonction g. Et ça, graphiquement, ça signifie que ce qui nous intéresse, c'est que si les images par la fonction f sont supérieures aux images par la fonction g, ça signifie que la courbe de la fonction f doit être au-dessus de la courbe de la fonction g. Donc il suffit pour résoudre cette équation de regarder sur quel intervalle de x, la courbe CF, qui est la courbe en vert, est au-dessus de la courbe en G. Donc on cherche les points d'intersection, donc là on a un point d'intersection ici, un deuxième ici, et un ici, et on va regarder les intervalles. Donc les valeurs, les abscisses de ces points d'intersection, donc là, c'est environ moins 1, on va dire moins 1,82. Ici, on a évidemment 0 comme intersection, comme abscisse du point d'intersection. Et puis là, c'est environ 0, 0,82, 0,81. On va mettre 0,82. Donc, sur l'intervalle entre moins l'infini et l'abscisse du premier point d'intersection, c'est-à-dire moins 1,82, vous voyez que sur cet intervalle, c'est la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe verte, donc c'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que la courbe CG est au-dessus, donc ça veut dire que f de x n'est pas inférieur à g de x. Entre moins 1,82 et 0. Là, cette fois, on voit bien que la courbe de la fonction f, la courbe verte, est au-dessus de la courbe de la fonction g. Donc, ça fait partie de l'ensemble solution. L'intervalle, alors puisque c'est supérieur ou égal, on ferme l'intervalle, donc c'est environ moins 1,82 jusqu'à 0. Premier que je peux, ici, si je veux, on peut surligner, tiens, par exemple, là, je peux surligner en rouge. Donc, cette partie-là. Voilà, l'intervalle de x sur lequel CF est au-dessus de CG. Ensuite, on est entre 0 et 0,82. Là, on voit que c'est la courbe f qui est en dessous de la courbe g. Et de nouveau, entre 0,82 et plus l'infini, on a de nouveau la courbe CF qui est au-dessus de la courbe CG. Et donc, on a une deuxième partie d'un ensemble solution. Donc, l'ensemble solution, c'est la réunion de ces deux intervalles. C'est de la lecture graphique, hein, donc on n'est pas d'une précision incroyable, mais voilà l'ensemble solution graphique de cette inéquation. D'accord? Donc c'était pas plus dur que ça. Et évidemment, les résolutions graphiques sont bien plus simples à mettre en œuvre que les résolutions algébriques, hein, dont on va faire dans les autres exercices. Mais ça peut être utile aussi, ne serait-ce que pour conjecturer des fois, pour avoir une idée des résultats. Et puis, des fois, la résolution graphique peut être suffisante dans certains problèmes. Bien, ça va pour cet exercice. Donc, bon, c'était pas tout à fait
exercice d'application de ce chapitre, mais ça méritait de le revoir. Alors ensuite, on avait l'exercice numéro 11, je crois. Donc revenons à l'exercice 11. Hein, comme d'habitude, vous m'arrêtez si c'est nécessaire. Alors l'exercice 11, c'est tout à fait un exercice, par contre, de ce chapitre, puisque on a une fonction qui s'appelle grand A, hein, dont on a l'expression, et puis l'objectif, quand on regarde la question B, c'est de résoudre une inéquation A de x strictement positive. Mais on vous guide un petit peu, puisque on ne peut pas la résoudre en seconde directement sous cette forme-là. On ne peut pas faire un tableau de signes à partir de la première forme de A de x, parce que c'est une différence, et vous savez que une différence, on ne sait pas étudier le signe d'une différence, on ne peut pas appliquer la règle des signes quand on a une différence, et donc l'objectif c'est évidemment de transformer A de x en produit, c'est-à-dire de factoriser grand A. Donc, première question, montrer que grand X a une autre expression qui est évidemment une forme factorisée. Donc je réécris ma première forme, A de x c'est moins 3x moins 5 au carré, moins 3x moins 5, facteur de moins 5x plus 4. On me demande de trouver une nouvelle forme qui va être une forme produit, une forme factorisée, donc je cherche évidemment si j'ai un facteur commun. Là c'est assez évident que moins 3x moins 5 est bien un facteur commun à mes deux produits. Ici j'ai un carré, donc j'ai un produit. Là j'ai un autre produit, j'ai un facteur commun, donc je peux mettre en facteur, donc moins 3x moins 5. Donc, toujours pareil, c'est k fois moins k fois b, c'est k fois a moins b, donc il faut que j'identifie dans ma grande parenthèse le petit a, ce qui joue le rôle de petit a, c'est ce qui était multiplié par mon facteur commun dans chacun des produits, dans le premier produit. Donc, comme il était au carré, c'est évidemment moins 3x moins 5, le petit a, moins, je remets ma soustraction, et le petit b, c'est moins x plus 4, moins 5x plus 4. Toujours pareil, hein. K fois A, on utilise K fois A moins K fois B, c'est égal à K fois A moins B. C'est ça, la distributivité de la multiplication sur l'addition, enfin sur la soustraction pour le coup. Bien, donc ça nous donne cette forme-là. On sait qu'il nous reste à réduire la grande parenthèse, la différence qui est dans la grande parenthèse. Pour ça, j'enlève les petites parenthèses. Moins 3x moins 5, j'ai rien devant, donc ça ne bouge pas quand j'enlève les parenthèses. Par contre, ici, j'ai l'opposé de moins 5x plus 4. Et donc, ça va nous donner l'opposé de moins 5x plus 5x. Et l'opposé de plus 4, moins 4. Donc ça change bien les termes en leur opposé. On réduit, ça fait moins 3x moins 5. Et je réduis. Donc, moins 3x plus 5x, 2x, moins 5, moins 4, moins 9. Alors, les petites équivalences peuvent être écrites ici pour faire le lien entre chaque ligne, pour dire que ces égalités sont toutes équivalentes entre elles. Même si on ne résout pas une équation ici, c'est vrai que dans les années suivantes, des fois vous mettrez des petites équivalences comme ça pour montrer que chacune de ces égalités qu'on écrit sont équivalentes entre elles. Bien, voilà la fin de la question A. On a bien trouvé l'expression de A de x qui était demandée par factorisation. N'hésitez pas à poser des questions. Petit b. Alors, petit b, cette fois, on veut résoudre A de x strictement positif. C'est une inéquation qui est équivalente donc à moins 3x moins 5 facteur de 2x moins 9 strictement positif. D'accord ? Voilà, donc
Je regardais. Okay. Donc, voilà, il faut résoudre cette inéquation, et cette inéquation, c'est tout à fait, c'est une inéquation produit qu'on a appris à résoudre par tableau de signes. Comment faire? On trace notre grand tableau, on sait qu'on va étudier le signe de chacun des facteurs. Donc, on aura le signe de x en première ligne, le signe de moins 3x moins 5 en deuxième ligne, le signe de 2x moins 9, et le signe du produit de a de x. Donc, petit x, qui va varier de moins l'infini à plus l'infini, signe de moins 3x moins 5, le signe de 2x moins 9, et le signe de a de x, qui vaut moins 3x moins 5 fois 2x moins 9. Pour étudier le signe de chacun des facteurs, puisque ce sont des fonctions affines, on a besoin de savoir quand est-ce qu'elles s'annulent. Donc pour ça, on résout une petite équation, moins 3x moins 5 égale 0, c'est équivalent à moins 3x est égal à 5, qui est équivalent à x égale 5 divisé par moins 3, autrement dit, moins 5 tiers. Donc il y aura la valeur moins 5 tiers à placer dans le tableau. On fait la même chose avec l'autre équation, l'autre fonction affine, 2x moins 9 égale 0, si et seulement si 2x est égal à 9, si et seulement si x est égal à 9 demi. Donc j'ai aussi 9 demi à placer. L'ordre est simple à trouver puisque moins 5 tiers est strictement négatif, alors que 9 demi est strictement positif, donc pas de difficulté à les placer sur l'axe. On se rappelle qu'ensuite, on trace les lignes verticales pour bien voir les cases du tableau, et on place les zéros. Moins 5 tiers, c'est la valeur qui annule moins 3x moins 5, donc je place mon 0 ici. 9 demi, c'est la valeur qui annule 2x moins 9, donc je place mon 0. Ok, étape suivante, je veux mettre mes signes dans mon tableau, et donc pour ça, je regarde si mes fonctions affines sont représentées par des droites qui montent ou qui descendent. Moins 3x moins 5, c'est le coefficient moins 3, le coefficient de x qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. On en reparlera dans un prochain chapitre. Donc moins 3 est négatif, le petit a là est négatif. Ça signifie que votre droite, elle est descendante de la gauche vers la droite. On parlera de fonction décroissante, d'accord? Et donc ça signifie, puisqu'elle est descendante, comme ça, et que là, vous voyez qu'il y a moins 5 tiers ici, ça signifie qu'entre moins l'infini et moins 5 tiers, on voit bien que c'est la partie de la droite qui est au-dessus de l'axe d'abscisse, et donc la fonction est positive entre moins l'infini et moins 5 tiers. Entre moins 5 tiers et plus l'infini, on voit que la portion de droite ici est en dessous de l'axe d'abscisse, et donc, entre moins 5 tiers et plus l'infini, c'est toujours négatif. Ok? C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner. En tout cas, c'est, à mon avis, une bonne manière de raisonner pour ne pas apprendre des formules par cœur et toujours se référer au graphique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne intuition des courbes qui représentent les différentes fonctions. 2x moins 9, c'est un coefficient petit a qui vaut 2, donc ce petit a est strictement positif, donc la droite elle monte de gauche à droite. Puisque la droite monte de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs, et ensuite on passe dans les positifs. Ligne suivante, on applique la règle des signes, donc plus par moins, moins, moins par moins, plus, moins par plus, moins. Ensuite, on place les valeurs, les doubles barres ou les zéros. Ici, on a un produit, il n'y a pas de valeur interdite, puisqu'il n'y a pas de division par 0, donc, dans ce cas-là, on sait que quand un des facteurs vaut 0, c'est tout le produit qui vaut 0. Donc, on peut placer nos 0. Bien, donc là, on a fini d'étudier le signe de l'expression moins 3x moins 5 facteur de 2x moins 9. On sait qu'il nous reste
à écrire l'ensemble solution de l'inéquation, grand S égale, et donc c'est uniquement à ce moment-là que vous allez regarder ce qui est écrit ici, c'est-à-dire est-ce qu'on a du supérieur à 0 ou du inférieur à 0. Là on a du strictement supérieur à 0. Donc on regarde dans notre ligne du tableau quand est-ce que cette expression est strictement positive. Ben, elle est strictement positive quand x est entre moins 5 tiers et 9 demi. Et donc l'ensemble solution, c'est moins 5 tiers, 9 demi. Voilà notre ensemble solution de notre inéquation, qui était notre équation de départ, celle-là, a de x strictement positif, même si on avait une étape intermédiaire qui nous demandait de factoriser. La factorisation, ici, elle est indispensable. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Il y a un tiers de la classe seulement qui est présente, c'est pas beaucoup, c'est un peu dommage. Donc les autres vont avoir du travail pour rattraper. Bien. Alors, continuons. Continuons pour l'exercice. Si quelqu'un peut envoyer un petit message sur votre groupe pour leur dire que le cours il a commencé là déjà depuis 20 minutes, ce serait pas mal. Ils n'auront pas d'excuses comme ça. Ok, on continue, on avait d'autres exercices. Donc ensuite il y avait l'exercice numéro 13. Donc on avait une grande inéquation. Voilà, comme on l'avait déjà fait. Cette fois, on a une grande inéquation quotient où il y a aussi un produit, donc on sait qu'on passe par un grand tableau. Hein, donc c'est un peu c'est pas la dernière fois, mais c'est quand même une des dernières fois qu'on fait ces grands tableaux de signes, en tout cas dans la partie entraînement. Donc c'est important de poser toutes les questions si par rapport à ce que vous avez fait, il y a des erreurs. Hein. J'essaie d'expliquer au maximum, mais je peux aussi réexpliquer certaines choses si vous manque des choses. Bien, donc allons-y pour la construction d'abord du tableau, puisque là il n'y a pas de factorisation à faire, il n'y a pas de transformation d'écriture de la petite fonction qui est là, tout est sous une forme adaptée, et on a 3 fonctions affines. Donc allons-y. Pour chaque expression, donc signe de 6x plus 4, le signe de moins 5x plus 1, le signe de moins x moins 4, et le signe du quotient 6x plus 4, facteur de moins 5x plus 1, divisé par moins x moins 4. X varie entre moins l'infini et plus l'infini. Allons-y. Donc, on sait qu'il faut regarder quand est-ce que chacune des petites fonctions affines s'annule, en résolvant des équations. 6x plus 4 est égal à 0, si et seulement si 6x est égal à moins 4, si et seulement si x est égal à moins 4 sixièmes, qu'on peut simplifier en moins 2 tiers. Pensez toujours à simplifier, hein, pas garder un nombre sous une fraction non irréductible. Moins 5x plus 1 est égal à 0, si et seulement si moins 5x est égal à moins 1, si et seulement si x est égal à moins 1 sur moins 5, c'est-à-dire x est égal à 1 cinquième. Et la dernière, moins x moins 4 égale à 0, si et seulement si moins x est égal à 4, passant à l'opposé, x est égal à moins 4. Donc j'ai 3 valeurs à placer, moins 2 tiers, 1 cinquième et moins 4. La plus petite des 3 valeurs, c'est moins 4. Ensuite arrive moins 2 tiers. Et enfin, 1 cinquième. Je trace les lignes verticales. Ok, je place mes zéros.
Donc, moins 4, c'est ça annule moins x moins 4. Moins 2 tiers annule 6x plus 4. 1 cinquième annule moins 5x plus 1. Les signes. Petit 6x plus 4. 6 est strictement positif. La droite, elle monte, donc je suis d'abord dans les négatifs et j'arrive dans les positifs. Moins 5x plus 1. Le coefficient moins 5 est strictement négatif. La droite, elle descend de gauche à droite. Donc, on est d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. Moins x moins 4. Le coefficient de x est moins 1 qui est strictement négatif. La droite, elle descend de gauche à droite. Donc, on est d'abord dans les positifs, puis dans les négatifs. Règle des signes généralisée. Il n'y a qu'un seul signe négatif, donc le quotient est négatif. Là, il y a deux signes négatifs, donc c'est positif. Un seul signe négatif, négatif. Deux signes négatifs, positif. Il me reste à placer les zéros, les valeurs interdites. Ici, il n'y aura qu'une seule valeur interdite, c'est la valeur qui annule moins x moins 4. La valeur qui annule moins x moins 4, c'est moins 4. Donc, vous avez une double barre en moins 4, qui est une valeur interdite. Pour les autres valeurs, ce sont des valeurs qui annulent le quotient puisqu'elles annulent le numérateur. Voilà le grand tableau de signes de cette expression du membre de gauche de mon inéquation. Et maintenant, puisque je veux savoir quand est-ce que cette expression est inférieure ou égale à 0, je regarde dans ma ligne pour écrire mon ensemble solution. Alors c'est inférieur à 0 sur cet intervalle-là, c'est-à-dire entre moins l'infini et moins 4. Moins 4 est une valeur interdite, donc je suis obligé d'ouvrir de toute façon. Puis c'est négatif entre moins 2 tiers et 1 cinquième. Donc union, moins 2 tiers, 1 cinquième. En moins 2 tiers et en 1 cinquième, le quotient s'annule. Or, moi je veux du inférieur ou égal à 0. Donc, moins 2 tiers et 1 cinquième sont des solutions. Voilà la résolution de cette inéquation. Voilà, on a fait un tableau de signes, un grand tableau de signes, parce qu'on avait déjà une forme qui nous permettait de le faire. Donc je suis allé plus vite parce que ça fait déjà un certain nombre que l'on fait. Donc c'est important là que chacun arrive et à prendre les notes, à corriger ce qu'ils ont fait, vérifier, et puis voilà, et puis petit à petit, je vais aller un peu plus vite sur les explications parce que c'est toujours les mêmes. Et puis vous pouvez toujours revisualiser la vidéo pour réécouter un peu ces explications. Hein, ça c'est vraiment une partie sur laquelle je vais vous évaluer quand on reprendra. C'est une partie qui est très importante, résoudre des équations et des inéquations, produits et quotients avec des tableaux de signes. On en refera sûrement, enfin je sais pas encore comment va se passer le déconfinement, mais si on a le temps, on refera au moins une séance en classe pour que je vous réexplique de vive voix tout ça, mais on n'en fera pas plus parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour terminer ce programme. Ça va pour tout le monde? Bien. Allez, on continue. On avait encore l'exercice 14. Alors, dans cet exercice, on nous demandait de résoudre algébriquement cette inéquation. Algébriquement à l'aide d'un tableau de signes, donc par le calcul à l'aide d'un tableau de signes. Je vous rappelle que ces inéquations, on les a déjà résolues graphiquement, grâce à la courbe de la fonction inverse. Mais cette fois, on demande une résolution algébrique. Donc, voilà, on va pas s'appuyer sur le graphique de la fonction inverse. Alors, je vais réécrire mon inéquation. Mais cette inéquation, je vous avais un petit peu dit que il fallait la transformer. Pourquoi? Parce qu'elle ne ressemble pas aux inéquations qu'on sait résoudre. Nous, celles qu'on sait résoudre, c'est des inéquations qui ressemblent à ça. Des inéquations, voilà, inéquations produit, ou des inéquations quotient, avec le symbole. Donc, tant que ça ressemble pas à ce type d'inéquation, on ne sait pas résoudre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord soustraire 3/4 pour déjà se ramener à un 0 dans le membre de droite.
Okay. Ensuite, on va... Alors en fait, on sait déjà un peu résoudre cette inéquation autrement, hein, mais là, c'était vraiment demander à l'aide d'un tableau de signes. Donc, faisons-le avec un tableau de signes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre au même dénominateur, parce que là, c'est une différence, et nous, on va le transformer en un quotient. Donc pour ça, on va mettre au même dénominateur. Or, le dénominateur commun entre x et 4, ça va être 4x. Donc on multiplie le premier quotient par 4. Donc ça fait 4 sur 4x. Et le deuxième, on le multiplie par x. Donc 3x sur 4x. Ce qui nous permet d'avoir le même dénominateur et donc d'écrire un seul quotient. Et donc on obtient 4 moins 3x positif. Qu'on peut écrire, si vous préférez, pour me remettre dans l'ordre, moins 3x plus 4, pour bien revisualiser l'expression ax plus b de notre fonction affine, sur 4x. Bien, maintenant on s'est ramené à cette forme-là, c'est-à-dire la forme d'un quotient, donc un quotient supérieur ou égal à 0. Donc on sait qu'il n'y a plus qu'à faire notre tableau de signes. Donc allons-y, on le prépare. Donc signe de petit x, entre moins l'infini et plus l'infini. Le signe de moins 3x plus 4, le numérateur. Le signe du dénominateur, c'est-à-dire de 4x, et le signe du quotient, moins 3x plus 4 sur 4x. Alors, moins 3x plus 4, c'est une fonction affine, on regarde quand est-ce qu'elle s'annule. Donc, moins 3x plus 4 est égal à 0 si et seulement si moins 3x est égal à moins 4. Si et seulement si x est égal à moins 4 sur moins 3. Si et seulement si x est égal à 4 tiers. La deuxième, c'est 4x. Alors 4x, c'est aussi une fonction affine. Alors c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, c'est quand petit b vaut 0, hein, le coefficient constant vaut 0, mais c'est quand même une fonction affine, et on peut regarder quand est-ce que ça s'annule aussi. 4x est égal à 0, on divise par 4 des deux côtés. Vous voyez, quand je divise par 4 des deux côtés, ça fait évidemment x est égal à 0. Donc les deux valeurs à placer sont 0 et 4 tiers. On trace les lignes verticales, on place les zéros. Donc 4 tiers, ça annule moins x plus 4, 0, ça annule 4x. On place les signes, petit a est négatif, donc la droite descend, plus, plus, moins. 4, c'est le coefficient de x, il est positif, donc la droite monte de gauche à droite, donc on est d'abord dans les négatifs et on passe dans les positifs. La règle des signes, plus par moins, moins, plus par plus, plus, moins par plus, moins. Le moins 3x plus 4, c'est le numérateur. Quand il s'annule, le quotient vaut 0. 4x est un dénominateur. Quand il s'annule, ça crée une valeur interdite. Donc 0 est une valeur interdite. Voilà, il reste à écrire l'ensemble solution. Donc quand vous voulez trouver l'ensemble solution, en fait, il ne faut pas les regarder au départ de votre inéquation. Ça peut avoir changé dans les étapes. Ce qui est très important, c'est de regarder la dernière ligne. Donc dans la dernière ligne, on voulait que ce quotient-là soit supérieur ou égal à 0. Donc, évidemment, c'est supérieur ou égal à 0 quand x est entre 0 et 4 tiers. 0 est une valeur interdite, donc on ouvre le crochet. 4 tiers, en 4 tiers, ça s'annule, et comme on voulait du supérieur ou égal à 0, 4 tiers est une solution. Bien. Bon, voilà une résolution algébrique grâce au tableau de signes. Même si on l'avait fait autrement dans les chapitres, hein, quand on travaillait sur les fonctions de référence. Ok, c'est bon pour tout le monde? Et on va donc terminer par le dernier exercice qui était peut-être le plus facile, le plus guidé. Je vous avais dit que vous pouviez commencer par celui-là si c'était si ça pouvait vous aider.
Donc dernier exercice, le numéro 15. Hein, vous me redites si vous n'avez pas eu le temps de noter, je remontre. Bon, alors dernier exercice, le numéro 15. On a ici un produit et on a déjà le tableau de signes qui est préparé. Il n'y a plus qu'à le compléter. Donc, il faut évidemment résoudre quand même nos petites équations. Moins 3x plus 1 égale 0, si et seulement si, moins 3x égale moins 1, si et seulement si, x égale moins 1 sur moins 3, x égale 1 tiers. La deuxième, x plus 2 égale 0, c'est équivalent à x égale moins 2. Je place donc les valeurs moins 2 et 1 tiers. Les zéros, moins 2 ça annule x plus 2, 1 tiers ça annule moins 3x plus 1, moins 3 est strictement négatif, la droite elle descend de gauche à droite, donc on passe des positifs au négatif pour les images. X plus 2, le coefficient de x est égal à 1, strictement positif, la droite elle monte, puisqu'elle monte, on est d'abord dans les négatifs et on passe dans les positifs. La règle des signes, moins, plus, moins, c'est un produit pas de valeur interdite. Chaque valeur ici annule le quotient, le produit. Donner l'ensemble solution de f de x strictement négatif. On cherche les signes moins dans notre dernière ligne du tableau. Et donc, c'est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 2, ouvert parce qu'on veut du strict. Donc on ne prend pas la valeur 0. Union, 1 tiers, plus l'infini. Voilà pour ces exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup de tableaux de signes, mais encore une fois, c'est fondamental. C'est une notion très importante de seconde qu'il faut que tout le monde maîtrise, quelle que soit la filière. C'est même d'ailleurs, ces petits tableaux-là, ça devient pour les premières STMG et STI2D, les futurs premières STMG et STI2D qui auront ce qu'on a une épreuve, dans leur épreuve de baccalauréat, il y aura un exercice qu'on appelle les automatismes, qui se fait sans calculatrice avec 20 automatismes. Enfin, ils avaient remis que 10 automatismes, et donc les tableaux de signes comme ça font partie des automatismes. C'est-à-dire qu'on peut vous demander de faire le tableau de signes d'une fonction comme ça. En première, on considère que c'est quelque chose qu'on doit savoir faire de manière automatique. C'est pas quelque chose qu'on retravaille complètement en première, c'est quelque chose qu'on considère que ça doit être un acquis de seconde. Pour vous montrer à quel point ça fait partie des choses importantes, au même titre que savoir additionner des fractions, développer, factoriser, toutes ces choses-là de seconde. Voilà. Bien, alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Des questions? Bon. Donc, on va repasser à la partie cours. Et on va commencer la dernière partie de notre partie cours, qui s'appelle Grand 3, variation d'une fonction. Donc, c'est la dernière notion générale sur les fonctions, puisque on s'intéresse aux études graphiques et algébriques des fonctions de manière générale. Le chapitre 1, je vous rappelle qu'on s'était intéressé qu'aux fonctions de référence, pour avoir une bonne vision de chaque petite fonction de référence. Mais maintenant, l'idée, c'est d'apprendre à étudier des fonctions plus complexes que les fonctions de référence. On sait étudier le signe des fonctions grâce au tableau de signes, donc d'un certain nombre de fonctions compliquées. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les variations d'une fonction. Alors, cette notion-là de variation, on en a déjà un petit peu parlé, mais sans préciser les choses. Donc là, on va le préciser. Alors, vous écrivez le titre, grand 3, variation d'une fonction, petit a, vision graphique et définition algébrique. Alors la vision graphique, c'est l'idée d'abord de comprendre ce que sont les variations d'une fonction.
Donc, je vous ai tracé une petite courbe, vous pouvez la faire refaire à peu près la même que moi, si vous voulez, rapidement. Hein. Et donc, j'aurais pu vous l'envoyer, ça aurait été plus simple, mais je l'ai pas fait. Donc là, ce qu'on va observer, donc je vais écrire un certain nombre de choses qu'on va observer donc graphiquement. Cette fonction, donc on va dire qu'elle est définie entre -5 à peu près et je sais plus ce que j'avais mis, voilà, 21, 20, ouais, on a qu'à mettre 21. D'accord? Donc on va imaginer qu'elle est définie sur donc 5, 21, sur cet intervalle-là. Quand on regarde cet intervalle, en fait, on va partager notre intervalle en deux, c'est-à-dire qu'on va déjà observer qu'est-ce qui se passe sur l'intervalle 5 et on va s'intéresser donc à cette valeur, c'est-à-dire à la valeur 11 qui est ici. Quand on regarde l'intervalle 5-11, on s'aperçoit que si on augmente la valeur de x, donc petit x est là, sur l'intervalle 5-11, quand on augmente la valeur de x, on s'aperçoit évidemment que la courbe est descendante sur cet intervalle, c'est-à-dire que les images diminuent. Donc on peut dire les images ou l'image. L'image, elle s'appelle, si ça c'est une courbe CF, hein, c'est l'image qui s'appelle f de x, l'image, elle diminue lorsque petit x augmente. Vous écrivez ces phrases-là. Pour l'instant, c'est pas une définition rigoureuse, c'est juste ce qu'on observe. Vous voyez bien que, puisque la courbe est descendante quand on augmente la valeur de petit x sur cet intervalle, ça signifie que l'image f de x, elle diminue lorsque petit x augmente. Et dans ce cas-là, on dit que f, on dit qu'elle est décroissante sur l'intervalle 5-11. On parle de décroissance de la fonction. On ne parle pas de décroissance de la courbe. On dit la courbe elle est descendante, mais on va parler, ça signifiera donc que la fonction est décroissante. Donc premier terme, même si on ne l'a pas défini encore rigoureusement. Donc sur 5-11, l'image f de x diminue lorsque x augmente. On dit que la fonction est décroissante sur 5-11. Ok. Maintenant, si j'observe entre 11 et 21, donc sur l'intervalle 11-21, je vais continuer à augmenter ma valeur de x. Donc augmenter, ça veut dire que je me décale vers la droite, hein, sur l'intervalle, comme ça. Et donc là, quand j'augmente mes valeurs de x, on voit que la courbe, elle remonte, et ça signifie que l'image f de x, elle augmente. Alors j'ai pas refait mon axe hein, ici, j'aurais pu refaire mon axe des ordonnées. Je vous rappelle que c'est sur l'axe des ordonnées que l'on observe les valeurs de l'image, ou des images, f de x. Là, vous avez petit x, et là, vous avez f de x. Ok? Donc, ça vaut le coup peut-être de refaire le repère pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Donc, ici, quand on est sur l'intervalle 11-21, 21 qui est là, on s'aperçoit que quand petit x augmente, l'image de 11, elle est à peu près par là, hein, f de 11 est par là, et on voit que, évidemment, l'image augmente. Donc, l'image f de x augmente lorsque x augmente. Et dans ce cas-là, on dit que f est croissante sur l'intervalle 11-21. 11-21. Donc, croissante, décroissante, ce sont les termes qui décrivent les variations d'une fonction. Le titre, c'était variation d'une fonction.
variation, ça vient du mot varier, hein. Mais quand on parle de variation, pour une fonction, ça décrit quelque chose de très précis, ça décrit l'augmentation ou la diminution de l'image lorsque x augmente, c'est-à-dire quand on se décale de la gauche vers la droite. Hein, parce que finalement, quand on observe cette courbe-là, on pourrait très bien dire, quand je regarde ici, là, ma courbe, elle augmente. Si je me décale à gauche, là, on pourrait très bien dire, la courbe, elle augmente. Oui, mais attention, on parlera de variation d'une fonction, de croissance et de décroissance, uniquement quand on augmente la variable. Donc, c'est pas parce que on n'a pas le droit de se décaler sur la gauche, si vous voulez. Ce qui est très important, c'est toujours, dans les deux cas, on fait augmenter la variable. Et ce qui nous intéresse, c'est regarder comment varie l'image lorsqu'on augmente la variable. C'est ça la notion de variation d'une fonction. Donc graphiquement, ça se lit très facilement, les variations d'une fonction. On se décale sur la gauche et on regarde quand est-ce que la courbe augmente ou quand est-ce que la courbe diminue. C'est pas plus dur que ça. J'attire votre attention sur le fait qu'il va falloir essayer de ne pas confondre les variations avec le signe. Graphiquement, le signe d'une fonction, ça correspond au signe des images. C'est-à-dire, on regarde quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, la fonction est positive, et quand est-ce que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Alors que la notion de variation, c'est on augmente la valeur de x et on regarde sur quel intervalle la fonction est croissante, c'est-à-dire la courbe diminue, la fonction est croissante, c'est-à-dire la courbe augmente, remonte, et quand est-ce que la courbe descend, sur quel intervalle la courbe descend, et ça donne ça nous dit quand est-ce que la fonction est décroissante. Donc la difficulté, ça va être de ne pas mélanger les deux, et vous allez voir que dans les exercices, justement, on va vous demander souvent d'étudier les deux choses, et les variations, et le signe. Voilà. Alors ça, c'est pas une définition rigoureuse de variation de fonction. On a quand même besoin de définir rigoureusement ce que c'est qu'une fonction croissante, ce que c'est qu'une fonction décroissante. Quelle est la définition algébrique d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante? Alors pour ça, je vais refaire deux petits exemples là. Pas deux exemples, pardon, mais deux petites représentations graphiques. Donc vous me faites deux petits repères ici. Ça. Donc, alors, premier cas, on va se placer sur un intervalle comme ça, on va faire une petite fonction croissante. Voilà. Et donc ici, on est sur un petit intervalle comme ça, où on a défini notre fonction. Et puis là, on va faire une fonction décroissante, donc, par exemple comme ceci. Donc on fait la courbe qui descend. Ok. D'accord, donc là on a f, donc ça c'est un intervalle grand I. Ça c'est là où il serait défini. Donc là on a choisi que f était croissante sur grand I. Puis là on va faire f est décroissante sur grand I. Donc qu'est-ce que ça raconte qu'une fonction est croissante sur grand I? Ce qui nous intéresse, c'est petit x, ici, f de x se lit là, petit x et f de x. Notre définition nous dit finalement, quand on augmente la variable x, ça doit augmenter l'image f de x. Vous voyez bien que, si vous imaginez un petit x qui est là, et donc son image se trouve en fait ici, f de x, vous voyez bien que si ce petit x, je l'augmente, ce f de x va augmenter. Bien. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça c'est pas très, en fait, si vous voulez,
ce type de définition est pas très pratique à utiliser après dans les calculs. Donc on a une autre définition. Au lieu de dire qu'on augmente la valeur de x, on va plutôt prendre deux valeurs pour petit x. Deux valeurs dont une est plus petite que l'autre. C'est-à-dire, imaginons qu'on ait petit a et petit b. Deux valeurs de ma variable avec a qui est plus strictement plus petit que b. Enfin, qui est même, on va mettre inférieur ou égal à b. On va le prendre comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une fonction croissante et que j'ai un a qui est inférieur à b? Qu'est-ce qui se passe pour les images? Ici, vous allez lire f de a. Et puis évidemment, f de b, c'est l'image de petit b. Vous allez le lire ici, f de b. Qu'est-ce qu'on observe pour les images? On observe, si la fonction est bien croissante, que l'image de b va être plus grande que l'image de a sur cet axe-là. D'accord? Et donc on voit bien que si a est inférieur à b, alors on a f de a qui est inférieur à f de b. Autrement dit, l'ordre, on parle d'ordre entre des nombres. A et b, c'est des nombres. F de a et f de b, ce sont des nombres. On avait un certain ordre entre a et b. On savait qui était le plus petit. Et regardez, ça veut dire qu'on a le même ordre entre f de a et f de b. Puisque si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Regardez ce qui se passe pour une fonction décroissante. Si je choisis petit a et petit b ici, et toujours pareil avec a qui est inférieur à b. Regardez ce qui se passe pour les images. Donc, vous avez f de a qui se trouve ici, et f de b, qui est l'image de b par la fonction f, qui se trouve là. Et vous voyez bien que cette fois, en choisissant a inférieur à b, obligatoirement, si la fonction est décroissante, on va avoir f de a qui est supérieur à f de b. Et là, on s'aperçoit bien que l'ordre n'est plus le même. Vous avez vu, le symbole là n'est plus le même entre les images et les valeurs de la variable. En fait, c'est exactement ça. On va se servir de cette comparaison des ordres. Là, on parlera que l'ordre est conservé, alors que là, l'ordre est inversé, pour définir ce que c'est qu'une fonction croissante et décroissante. En fait, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter pour que ce soit une définition qui montre qu'une fonction est croissante ou décroissante? En fait, il va falloir seulement dire que c'est pas valable que pour un seul a et un seul b, mais que ça va être valable sur quel que soit a et b qu'on choisisse dans l'intervalle grand I. Si jamais ce qu'on observe là, c'est valable pour n'importe quel a et b de l'intervalle grand I, eh bien, ça prouvera qu'une fonction est croissante sur grand I. Et si, pour n'importe quel a et b, lorsqu'on a a inférieur à b, ça nous donne f de a supérieur à f de b, eh bien, si c'est valable pour n'importe quel a et b, ça prouvera que la fonction est décroissante. Et donc, voilà pourquoi on obtient ces définitions qui sont un peu difficiles à manipuler au début pour les élèves de seconde, mais qui sont très importantes. Donc, vous écrivez définition en rouge. Donc, soit petit f, une fonction définie sur un intervalle grand I de R, définie sur un intervalle grand I de grand R. Voilà. On dit que f est croissante sur grand I si quel que soit a et b appartenant à grand I, si a est inférieur à b,
alors f de a est inférieur ou égal à f de b. Parce que la seule chose que j'ai rajoutée dans cette définition par rapport à ce qu'on avait observé graphiquement, c'est le quel que soit a et b appartenant à grand I. Et c'est très important, ça veut dire que c'est justement, si on sait que ça c'est si ceci inférieur à b, alors f de a inférieur à f de b, c'est valable pour n'importe quel a et b de grand I, ça prouvera que la fonction est croissante sur grand I. On a évidemment la définition de la fonction décroissante, une fonction décroissante, donc la même chose. On dit que f est décroissante sur l'intervalle grand I si quel que soit a et b appartenant à grand I, si a est inférieur à b, alors f de a est inférieur à f de b. Ok. Bon, alors vous allez voir que c'est pas notre premier travail d'utiliser cette définition-là, mais quand même, elle est importante. Puis on est en fin de seconde, ça va être important pour l'année prochaine aussi. Alors on a défini ce que c'était qu'une fonction croissante, une fonction décroissante. Il reste un point à définir, c'est qu'il existe des fonctions constantes. Et une fonction constante, c'est une fonction qui serait à la fois croissante et décroissante. Ah, je me suis trompé. Oui, merci. C'est bien, je vais pas vous dire que j'ai fait exprès, c'est pas vrai, mais tu as tout à fait raison. C'est évidemment, l'ordre est inversé. Bravo Rémi de l'avoir vu. Oui, une fonction est décroissante, si quel que soit a et b, si a est inférieur à b, alors f de a est supérieur à f de b. C'est justement ça la spécificité, c'est que l'ordre est inversé pour une fonction décroissante. Ok, donc je disais donc qu'une fonction sera constante si elle est à la fois croissante et décroissante, mais on va le définir algébriquement. On dit que f est constante sur grand I si quel que soit a et b appartenant à grand I, alors là ça va être plus rapide, c'est f de a est égal à f de b. En gros, si on choisit n'importe quelle image, on a toujours, enfin n'importe quelles images a et b, on a toujours f de a égale f de b, c'est que la fonction elle est constante sur grand I. Voilà, ça clôt notre définition. Algébrique des fonctions constantes et croissantes et constantes. Alors, il y a plusieurs remarques à faire concernant cette définition. Donc, là vous écrivez remarque, et on va rajouter quelques remarques. Alors, la première remarque, c'est ce qu'on a dit sur l'ordre. Puisque dans une fonction constante, l'ordre entre f de a et f de b, c'est le même que l'ordre entre a et b, on dit que une fonction croissante conserve l'ordre. D'accord? Donc, puisque l'ordre entre, donc je parle d'une fonction croissante, hein, puisque l'ordre entre les nombres f de a et f de b conserve, puisque l'ordre est le même que l'ordre entre a et b, on dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. On dit qu'une fonction croissante
conserve l'ordre. Ok. Et puis évidemment, il y a, puisqu'une fonction dans une fonction décroissante, l'ordre entre f de a et f de b n'est pas le même que l'ordre entre a et b, on dit aussi qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. On dit aussi qu'une fonction décroissante inverse l'ordre. Oui, parce que l'ordre entre f de a et f de b n'est pas le même que l'ordre entre a et b. Voilà pour les deux premières remarques. Et la dernière remarque, c'est, on a défini ici ce qu'était une fonction croissante et une fonction décroissante. On aurait pu définir de la même manière ce qu'on appelle une fonction strictement croissante et une fonction strictement décroissante. La seule différence, c'est que à la place d'inégalités larges, de supérieur ou égal ou inférieur ou égal, on aurait mis des inégalités strictes. D'accord? Donc, parce qu'une fonction, par exemple, si vous avez une courbe comme ça, là, et ça c'est une fonction croissante. Même s'il y a une petite partie pour laquelle les images sont égales entre elles, c'est-à-dire une petite partie constante, on appelle ça une fonction croissante. Mais alors que ce cas-là, on peut dire que c'est une fonction strictement croissante. D'accord? Il n'y a pas de petit plateau, c'est-à-dire il n'y a pas d'intervalle sur lequel les images seraient égales. Il y aurait plusieurs images égales. Voilà. Donc, vous écrivez en remarque, on définit de même une fonction strictement croissante et une fonction strictement décroissante avec des inégalités, ou en remplaçant les inégalités larges par des inégalités strictes. En remplaçant les inégalités larges, c'est-à-dire ça ou ça, par des inégalités strictes. Bien. Alors, on va faire la dernière partie qui me reste à faire, donc on va dépasser un peu l'heure. J'en ai besoin pour les exercices que je vais vous demander. Ok, donc maintenant, oui, pardon, il y a une dernière remarque très importante qui sera en lien avec ça, c'est que qu'est-ce qu'on va nous demander de faire avec, quand on aura une fonction, on va nous demander d'étudier les variations. Étudier les variations de la fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire étudier les variations d'une fonction? Ce sera la dernière remarque. Étudier les variations d'une fonction, que ce soit une étude graphique ou algébrique, et nous on va commencer par l'étude graphique, étudier les variations d'une fonction, c'est déterminer sur quels intervalles, pluriel, la fonction est croissante. Sur quels intervalles la fonction est croissante, décroissante ou constante. Donc on recherche des intervalles. Quand on étudiait les signes d'une fonction, on cherchait sur quel intervalle la fonction était positive ou négative. Et ben, quand on va étudier les variations d'une fonction, on va chercher sur quel intervalle la fonction est croissante ou décroissante. Et donc comment faire ça? Eh ben,
la bonne nouvelle, c'est que comme pour les études de signes, eh ben, on va utiliser des tableaux qui vont nous permettre de résumer les variations d'une fonction. Et donc, si vous avez terminé d'écrire, on va passer au petit b. Le petit a, c'était vision graphique et définition algébrique, donc de la variation. Et donc, petit b, vous allez écrire ça. On résume les variations d'une fonction dans un tableau appelé tableau de variation. Ça va, tout le monde a eu le temps de noter là les remarques? Je suis allé un peu vite là. Ok, donc petit b, on résume les variations d'une fonction dans un tableau appelé tableau de variation. Donc vous refaites une petite courbe comme ça là qui ressemble. Alors je peux vous remettre les valeurs importantes qui vont nous servir. Hein. Là, ici c'est en -1, on obtient le petit sommet, et puis ici c'est en 3. Voilà. Donc on a ici une fonction définie sur moins l'infini plus l'infini. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est résumer. On va observer les variations. C'est pas très dur de les lire, mais l'idée, c'est de les résumer dans un tableau. Alors comment? Voilà à quoi ressemble un tableau de variation. Première ligne, c'est comme pour le tableau de signes. On va écrire la valeur. On va écrire petit x avec l'ensemble de définitions. Donc, de moins l'infini, ici à plus l'infini. Et dans la deuxième ligne, on va écrire le nom de la fonction, donc f. Si on imagine que ça, c'est la courbe qui représente une fonction f. Et on va donc, ici, représenter les variations par intervalle. Donc par intervalle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on observe quand est-ce que la fonction est strictement croissante, quand est-ce qu'elle est strictement décroissante. Donc là, on observe que la courbe, elle monte. Quand donc, l'idée, c'est que de se décaler de gauche à droite. Ça, c'est très important de vous décaler de gauche à droite, puisqu'on doit augmenter les valeurs de x selon la définition. Donc, on voit bien que quand je me décale de gauche à droite, ça monte, ça monte ici, et là, je vais redescendre. Donc, on voit bien que sur l'intervalle de moins l'infini jusqu'à -1, et donc vous placez la valeur -1 dans votre tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, la fonction est strictement croissante, et pour ça, on va tracer une petite flèche qui monte, comme un petit vecteur, si vous voulez, mais c'est pas un vecteur, c'est juste pour indiquer la variation. Ça veut dire que la fonction entre moins l'infini et -1 est strictement croissante. Ensuite, entre -1 et 3, eh ben, on observe que la fonction est strictement décroissante, puisque la courbe redescend. Et entre 3 et plus l'infini, elle est de nouveau strictement croissante. Voilà comment on représente les variations, on résume les variations dans un tableau. Alors, il y a juste une dernière chose, on écrit quand on peut, quand on a les moyens, on écrit les images qu'on trouve ici et ici, c'est-à-dire la petite image maximale qu'on obtient, là, donc c'est l'image de -1. L'image de -1 ici, ça faisait 60. Donc on va écrire 60 ici pour dire la fonction augmente jusqu'à 60. Puis les images, elles vont diminuer jusqu'à... Alors là, qu'est-ce qu'on lit? On lit à peu près... c'est -10. Ouais, je sais pas si c'est précis, -10, -12, on va dire -10. Pas très précis. D'accord? Voilà. Et donc, voilà à quoi ressemble un tableau de variation d'une fonction. Donc, le premier travail que je vais vous demander là pour lundi, ça va être de faire des exercices où vous devez faire des tableaux de variation, graphiquement. C'est la partie la plus simple. On se gardera la partie algébrique, calculatoire, pour après, pour la semaine prochaine, une fois qu'on aura bien travaillé l'aspect graphique. Voilà. Alors, on va juste faire un exercice ensemble. Enfin, je vais vous en montrer deux qui sont dans la fiche pour que vous voyez un petit peu ce que vous aurez à faire. C'est bon, vous avez fait votre tableau? Donc, j'ai besoin encore de à peu près 10 minutes, et dans 10 minutes, on arrête. Donc, c'est l'exercice, on va faire l'exercice numéro 6. Donc, vous revenez sur votre fiche d'exercice,
et on va revenir à l'exercice numéro 6. Donc l'exercice 6 de votre fiche, c'était celui-là. Celui-là, on va le faire ensemble, et regardez ce qui est demandé. Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est qu'on a une courbe, ici. Alors elle est en deux morceaux parce qu'il y a une valeur interdite. On voit que la fonction g, elle est définie entre moins l'infini et 3, et 3 plus l'infini. Et c'est rien. Et donc, elle a une valeur interdite, c'est pour ça qu'elle est en deux morceaux. Mais voilà la consigne, on vous demande de construire les tableaux de signes et de variation de la fonction g. Il y a deux tableaux à faire, le tableau de signes de la fonction et le tableau de variation, par lecture graphique. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est pas des tableaux de signes calculatoires, hein, c'est des tableaux de signes de lecture graphique, et tableaux de variation, pareil. Donc, je peux préparer ici mes deux tableaux, comme ça. Donc, celui-là, je vous le montre, et vous en aurez à faire de cette forme-là. Alors, notre fonction, elle varie entre moins l'infini et plus l'infini. Hein, on regarde notre tableau de signes. Il y aura la valeur interdite 3 à placer. Mais après, on va attendre de voir. Donc, f de x et petit f. Alors, moi, souvent, je marque petit f pour les variations. C'est les variations de la fonction. Et le signe, alors c'est g d'ailleurs, c'est pas f. Mais peu importe, hein, on peut ici mettre... le signe, c'est plutôt le signe de l'image, c'est pour ça. Donc là, g, puis là, g de x. Souvent, dans le livre, vous verrez g de x, ils mettent g de x ou f de x à chaque fois. Bon, peu importe, c'est pas très important. Alors, commençons par le signe. Le signe, c'est là où il va pas falloir confondre les deux. On regarde quand est-ce que la fonction est positive, c'est-à-dire quand est-ce que la courbe est au-dessus de l'axe abscisse ou en dessous de l'axe abscisse. Donc là, on voit que entre moins l'infini et cette valeur-là qui vaut à peu près, je sais pas moi, moins 0,2, la courbe est au-dessus de l'axe abscisse, c'est-à-dire que la fonction est positive. Ça s'annule en moins 0,2. Ensuite, entre moins 0,2 et 1,5, la courbe est, c'est pas 1,5, c'est 1,7 d'ailleurs. La courbe est en dessous de l'axe abscisse, donc la fonction g est négative. Ça s'annule en 1,7. Entre 1,7 et 2,5, 6, 7, 8, 2,8. Vous voyez que la courbe est au-dessus de l'axe abscisse, donc c'est positif. Ça s'annule en 2,8. Entre 2,8 et 3, 3 est une valeur interdite, vous mettez une double barre. Donc, en 3, on met une double barre. Et entre 2,8 et 3, la courbe est en dessous de l'abscisse, donc la fonction est négative. Ok. Et il me reste à faire entre 3 et plus l'infini. La courbe est entièrement au-dessus de l'axe abscisse, et donc la fonction est positive, sur tout l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà le tableau de signes de la fonction. On observe seulement quand est-ce que la courbe est au-dessus ou au-dessous de l'axe abscisse. Ok. Ça c'est le tableau de signes. Et voilà le tableau de variation. Donc le tableau de variation, cette fois, on n'observe pas la même chose. On regarde quand est-ce que la courbe est descendante, quand est-ce qu'elle monte, quand on va de gauche à droite. Donc là, on le voit la courbe descend, jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur, à peu près à cette valeur-là, qui serait à peu près 0,75. Donc, entre moins l'infini et 0,75, on va faire une flèche qui descend pour dire la fonction est strictement décroissante. Ensuite, entre 0,75 et 2,5, cette fois la courbe remonte quand on se déplace de gauche à droite, donc on dit que la fonction est strictement croissante. Puis entre 2,5 et 3, qui est une valeur interdite, la fonction est de nouveau strictement décroissante.
Voilà. On passe de l'autre côté de 3 ici. On voit que la courbe est de nouveau strictement décroissante jusqu'à ce que x arrive à peu près à 3,3. Donc entre 3 et 3,3, on va refaire une flèche qui descend. La fonction est strictement, g est strictement décroissante. Puis entre 3,3 et plus l'infini, c'est de nouveau une fonction strictement croissante. Donc ça, voilà le tableau de variation. Il me reste à rajouter juste les petites valeurs à faire figurer. Donc l'image, elle décroît jusqu'à quelle valeur? Alors quelle est l'image de 0,75? Bah, c'est à peu près, si ça c'était moins 10, moins 1, c'est à peu près moins 2. Donc c'est décroissant, l'image est décroissante jusqu'à ce qu'on lise la valeur ici, moins 2. Ensuite ça remonte jusqu'à la valeur à peu près 4, l'image 4. Là ça décroît, mais ça décroît aussi bas que l'on veut, donc on n'écrit pas de valeur. Et puis entre ici, bah c'est pareil, là on a juste une valeur, c'est l'image de 3,3, et l'image de 3,3, c'est à peu près, on va dire 27. D'accord, c'est de la lecture graphique, c'est pas d'une grande précision. Mais voilà le tableau de variation complet de notre fonction g. Donc c'est ce travail-là qu'il va falloir faire pendant ce week-end pour vous entraîner à chaque fois quand vous avez une courbe à faire un tableau de signes et à faire le tableau de variation et pas confondre les deux. D'accord? Est-ce que ça va pour cet exercice? Ok. Bon. Finissez d'écrire là. Et il y a une dernier exercice. En fait, je vais vous demander deux exercices qui sont un peu réciproques l'un de l'autre, contraires l'un de l'autre. Donc le dernier exercice que je vais vous montrer, que vous aurez aussi à faire, enfin, faire un autre exemple du même type, c'est l'exercice 7, celui qui est juste après. Et donc regardez l'exercice 7. Et bien regardez, c'est un exercice où vous avez un tableau de variation qui est donné, et vous avez un tableau de signes qui est donné pour la même fonction. Et on vous demande, dans ce repère, de tracer la courbe représentative d'une fonction f. Autrement, on va dire de tracer l'allure d'une courbe représentative, puisqu'on n'aura pas toutes les informations, mais avec ces informations-là, il faut être capable de tracer une courbe qui vérifie et ce tableau de variation et ce tableau de signes. Donc c'est vraiment le travail un peu réciproque, inverse de celui qu'on a fait. Alors comment on s'y prend pour un exercice comme ça? Alors déjà, on peut, il va falloir peut-être placer des valeurs importantes. Donc ici, on voit qu'on a la valeur, on voit que la fonction déjà elle est définie entre moins 6 et plus l'infini, qu'elle a une valeur interdite. Donc on va commencer par placer les points dont on connaît les coordonnées. Par exemple, on a le point de coordonnées moins 6, moins 4. Donc celui-là, on peut le placer. Donc vous placez moins 6 jusqu'à moins 4, et ça vous donne un point. Ça, c'est un point de la courbe. Ok. Ensuite, on a le point de coordonnées 4, moins 3. Celui-là, je peux le placer. 4, moins 3. C'est lui. Mais j'ai aussi le point de coordonnées 5, moins 3, qui est là. 5, moins 3. Ok. Sur le premier tableau, on peut placer aussi la valeur interdite, moins 2. Et puisque moins 2 est une valeur interdite, ce que vous faites, c'est que vous allez tracer une droite verticale qui passe par moins 2 en pointillé, pour dire, attention, la courbe ne doit pas couper cette droite-là, puisque c'est une valeur interdite. Est-ce qu'on a d'autres points à placer? Ben oui, grâce au deuxième tableau. On a le point de coordonnées moins 4, 0. Moins 4, 0, c'est lui. Donc la courbe, elle va passer par ce point. On a le point de coordonnées 0, 0. Donc c'est ce point. Et le point de coordonnées 7, 0, c'est ce point-là. Tous les points que j'ai tracés en bleu là sont des points de ma courbe. Maintenant, ben, je dois seulement tracer des allures qui obéissent aux signes
et aux variations. Alors qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'entre -6 et -2, donc sur l'intervalle -6 jusqu'à ma valeur interdite, la fonction doit être strictement croissante. Donc il faut que je fasse une courbe qui monte. Et elle doit être d'abord négative, puis positive. Bah, c'est parfait, puisque je dois passer par ce point, ça doit être négatif sur l'intervalle -6, -4, puis positive après. Bah, là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un truc qui ressemble, par exemple, un truc comme ça. Elle doit être strictement croissante, négative entre -6 et -4, positive entre -4 et 3. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne sur l'intervalle, là, -6, -2, ça marche, notre courbe, elle obéit en tout cas à ça. Évidemment, on aurait pu faire d'autres types de courbes, hein. Peu importe, c'est une allure. On trace seulement une allure. Ensuite, entre -2 et 4, ça doit être strictement décroissante, mais entre -2 et 0, ça doit être positive et après négative. Alors, ici, ben, ça doit être décroissant jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 4, et en étant d'abord positif puis négatif. Bon, ben, ça paraît logique, on peut faire. Donc je peux faire ici. Oula, voilà. Voilà, moi c'est tremblotant avec la tablette parce que j'arrive pas à faire quelque chose de précis, mais voilà. Ici, vous voyez que ça marche pour la décroissance entre -2 et 4, et le fait qu'on ait du positif entre -2 et 0, du négatif entre 0 et 4. On va rester négatif encore jusqu'à 7, mais on a encore des choses à regarder, parce que maintenant, entre 4 et 5, on voit qu'on a une fonction constante. Hein, vous voyez que là, il faut avoir un petit morceau constant. Donc ici, ça doit être droit. Alors, moi je vais prendre une petite règle là. Je vais prendre ma droite pour être sûr que je suis bien con. Voilà. Donc là, vous avez une partie qui est vraiment droite ici, puisque la fonction doit être constante sur l'intervalle 4-5. Puis ensuite, elle doit être strictement croissante, et elle va passer entre 5 et plus l'infini, et entre 5 et plus l'infini, elle va passer des négatifs aux positifs. Bah, très bien, c'est pas dur à faire non plus, puisque là, il me reste à faire croissant en étant négatif, jusqu'à ce que ça passe par ce point-là, puis voilà. Ben voilà, elle n'est pas plus compliquée que ça. Voilà la courbe d'une fonction f qui vérifie ça. Et vous pouvez refaire le détail pour voir que eh ben, ça correspond bien à ce tableau de variation et ce tableau de signes. Bon, alors, c'était un peu long, mais voilà, on a terminé. On a bien, maintenant, on sait ce que c'est qu'une fonction croissante sur un intervalle et une fonction décroissante sur un intervalle. Et graphiquement, on sait faire un tableau de variation et un tableau de signes qui résume le signe et les variations de la fonction. Et inversement, quand on a un tableau de variation et un tableau de signes, on peut tracer l'allure d'une courbe. D'accord? Donc c'est ces deux exercices qui sont très importants, sur lesquels vous serez évalué aussi au retour. Il faut voilà, être capable de me faire des tableaux de variation, tableaux de signes à partir de courbes, ou de me faire des courbes à partir de tableaux de variation, tableaux de signes. Donc, on va écrire le travail à faire pour lundi. Alors, je vous laisse quand même terminer votre courbe. Vous la terminerez après. De toute façon, vous revoyez la vidéo. Je vais pas la poster tout de suite, parce que je vais essayer quand même de un peu améliorer le son en enlevant le bruit de fond qu'il y a quand on enregistre. Donc il y a un peu de temps d'encodage et de compression. Donc je pense qu'à chaque fois maintenant, les vidéos, vous les aurez plutôt 1 à 2 heures après le live, et pas tout de suite après, pour que le son de la vidéo soit un tout petit peu meilleur. Donc exercice à faire pour lundi. Alors lundi, on sera le 27.
Donc 27 avril, qu'est-ce qu'on a à faire? Vous avez des exercices, donc toujours pareil, de la fiche, c'est pas sur le livre. Donc toujours la même fiche qu'on a envoyée. Donc vous allez me faire exercice numéro... alors, le 6 et 7 on a fait, donc ce sera 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3 de la fiche. Je vérifie juste que ça correspond bien. Donc le 1, à chaque fois, on vous demande de faire tableau de variation, tableau de signe, et c'est des petites fonctions simples, relativement simples, à part celle-là qui commence à être compliquée. D'accord. Le 2, c'est comme l'exercice 7, vous avez ici un tableau de variation, un tableau de signe. Vous faites donc la courbe, l'allure de la courbe. Voilà. Et exercice 3, bah pareil, tableau de variation, tableau de signe. Voilà. Ça suffira comme exercice. Ok. Donc exercice 1, 2, 3 de la fiche. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va s'arrêter là.